Amis sportifs, bonsoir, bienvenue à votre magazine sportif préféré Actu Sport. Aujourd'hui, nous allons parler de handisport avec Ange Dominique est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Christian Brio. Alors nous allons revenir ici un large extrait de cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en Guinée équatoriale avec notre analyste maison. Bonsoir à l'épaule. Bonsoir Christian Brio. Alors téléspectateurs, on se retrouve tout à l'heure après ce jingle. Nous allons ouvrir Actu Sport aujourd'hui avec handisport. Comme annoncé dans les titres, il s'agira de goalball avec Ange Dominique. Un sport inhabituel, je peux dire, qu'on ne connaît pas. Qui est méconnu, qui est ivoirien. Donc le goalball, à l'origine, c'est une activité physique qui est dérivée d'une rééducation des soldats allemands devenus aveugles lors de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est devenu une discipline paralympique qui a été jouée pour la première fois aux Jeux Olympiques de Toronto en 1976. Donc en Côte d'Ivoire, le championnat national s'est joué le 21 janvier. Et pour le goalball, c'est l'association des sportifs aveugles et malvoyants de Côte d'Ivoire qui a remporté le championnat face à l'association des sportifs déficients visuels de Côte d'Ivoire. D'accord, alors à l'épaule, on parle de goalball, elle a dit ça date depuis 1976. Alors depuis 1976, pratiquement 40 ans, mais méconnu des Ivoiriens. Oui, moi particulièrement, je n'ai pas assez d'informations là-dessus. Je sais qu'on a un champion, Kone Ouma, qui est peut-être médiatisé parce qu'il gagne des trophées. Et je crois que c'est un champion au niveau de l'athlétisme, c'est ce que je sais comme information. Mais le goalball, c'est un jeu qui se joue entre deux équipes. Chaque équipe a 3 joueurs et maximum 3 remplaçants. Donc, pour les aveugles, ils ont des signes. Hein. Je veux dire, il y a quelque chose qui est dans la boule qui permet des sons, qui peut faire d'émettre des sons pour que les gens se retrouvent. Tout à fait, c'est cela. Pour que les athlètes se retrouvent. Hein. D'accord. Alors, mais je pense que ça s'est joué au Palais des Sports de Trècheville, à Abidjan, mais c'était quand même marqué par la présence du représentant du président conseiller délégué au sport et du président de la fédération des handisport. D'accord. Donc nous allons à présent suivre leurs différentes réactions. Chers sportifs, chers encadreurs, la Fédération ivoirienne des sports paralympiques est l'une des meilleures fédérations sportives en Côte d'Ivoire. Pour la petite histoire, ça ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est une information exclusive des Canal Plus Télévision qui est une grande chaîne étrangère. Il a dit nous détenons le meilleur athlète de tous les sportifs, qu'ils soient du football, qu'ils soient en tout cas du monde. À lui seul, il était plus de 100 médailles d'or à la personne de Kone Ouma. Écoutez, nous sommes venus, comme je l'ai dit, honorer en dessous une invitation de la Fédération ivoirienne des sports paralympiques. Je note avec satisfaction que cette fédération fait du bon boulot. Nous l'avons vu à travers la qualité des différentes compétitions des athlètes eux-mêmes. Et ce genre d'activité nous amène à beaucoup de remises en cause. Les handicaps naturels ne sont pas en réalité de vrais handicaps si nous avons le courage et la détermination. Bien évidemment, cette fédération a besoin d'être soutenue. Notre présence marque d'abord le soutien du chef de l'État. Et comme je l'ai dit dans le mois, avec le ministère des Sports, dans la mesure des possibilités, des contraintes de l'État, le type de soutien que nous pourrons continuer notre année. Alors Ange Dominique, un mot de fin quand même concernant cette discipline. Oui, lors de cette journée de championnat, il y a eu aussi la finale de tennis de table où Kwadio Kwame, vainqueur 3-7-2 sur Fator, a obtenu la coupe. Et pour le tennis de table en fauteuil roulant, c'est la victoire de Bonibo Maxime.
D'accord, merci. Alors téléspectateurs, nous allons très rapidement ouvrir le chapitre footballistique. Il s'agit essentiellement de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient en Guinée équatoriale. Une Coupe d'Afrique avec beaucoup d'émotions, beaucoup de rebondissements. Nous allons l'ouvrir avec M. Alépol. Alors, on va déjà revenir sur un tour d'horizon de ce premier tour avec beaucoup de rebondissements, comme je disais tout à l'heure, pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, vraiment, cette CAN nous offre assez de surprises. Comme bilan pour le premier tour, déjà les équipes qui étaient déclarées au départ comme favorites ne l'ont pas été, ou bien, j'allais dire, ont un bilan peut-être mitigé, étant donné que au niveau de la poule A, nos deux favoris étaient le Burkina Faso et le Gabon, qui malheureusement sont rentrés à la maison prématurément. Comme quoi les leaders, sinon les favoris, n'ont pas été au rendez-vous. Au niveau du groupe C, la hiérarchie a été respectée puisque le Ghana et l'Algérie donnés favoris ont pu donc sortir la tête haute de la poule. Ce qu'on retient aussi de cette CAN, c'est que pour le premier tour, on a eu vraiment assez de buts, 45 buts pour les 24 premiers matchs. Et ça, c'est déjà intéressant pour le spectacle. Vraiment, déjà intéressant pour le spectacle. Alors, Ange Dominique, c'est déjà... Les quarts de finale ont été déjà joués. Nous savons que la Côte d'Ivoire et l'Algérie, un match vraiment avec beaucoup de suspense. On a senti une équipe ivoirienne quand même requinquée. Les Algériens qui partaient favoris, puisqu'on le dit, première équipe africaine au classement FIFA. Aujourd'hui, un match Côte d'Ivoire-Algérie avec des Ivoiriens revanchards qui ont quand même pu vaincre le Sénégal. Oui, les éléphants ont remporté ces quarts de finale face à l'Algérie. On se souvient qu'en 2010, ces mêmes Algériens avaient éliminé la Côte d'Ivoire au même stade de la compétition, à Cabinda, en Angola. Mais là, pour ce match de quarts de finale, les éléphants montrent un autre visage. On a vu des éléphants disciplinés tactiquement, avec beaucoup de détermination. Ils avaient la rage de vaincre. Aussi, il faut dire que dès les premières minutes du match, c'est l'Algérie qui avait le ballon. L'Algérie a mis la pression sur les éléphants. Mais l'équipe ivoirienne n'a pas paniqué. Ils ont joué leur football et on peut dire contre le cours du jeu, Wilfried Bony ouvre le score pour la Côte d'Ivoire. En seconde période, les Algériens sont revenus plus déterminés avec de bonnes dispositions. Ils ont même obtenu l'égalisation par Soudani à la 50e minute. Mais la Côte d'Ivoire a cru, la Côte d'Ivoire a continué de pousser et le deuxième but est venu sur coup franc du capitaine Yaya Touré qui offre un bon ballon et Wilfried Bony comme un renard des surfaces, mais une très belle tête pour le portier algérien. Et Gervinho en fin de match va confirmer cette victoire des éléphants avec un but sur une passe décisive de Talo Gadji. D'accord. Alors allez Paul, on sait que Côte d'Ivoire-Algérie, ça a été tout un autre visage de cette équipe ivoirienne. On a vu des garçons disciplinés tactiquement, on a vu des garçons, je disais, qui avaient le souci du contrôle, qui étaient vraiment sur le porteur du ballon. On a vu une équipe ivoirienne quand même qui laisse entrevoir de bonnes perspectives pour la suite de cette compétition. Oui, comme nous l'indiquions tantôt, l'Algérie était la meilleure équipe de la première phase en termes d'animation collective au niveau du jeu. Donc on s'attendait à un match vraiment de titan entre ces deux grandes nations de football. Alors ce qu'on retient, c'est que l'Algérie a dominé ce match. Il faut le dire, les statistiques nous donnent raison, étant donné que l'Algérie c'était 54% de possession du ball contre 46% pour les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens étaient les plus réalistes. Oui, c'est le caractère qui a fait la différence, comme le match contre le Cameroun. Le caractère a fait la différence. Mais il faut encore peut-être analyser le match sur d'autres aspects. Au niveau du jeu, les Algériens ont dominé. Vous savez que l'équipe qui domine, l'équipe qui a plus d'occasions, est l'équipe qui susceptible de gagner. Et les Algériens n'ont pas été réalistes. Mais est-ce que c'est parce que les attaquants n'ont pas été réalistes que la Côte d'Ivoire a gagné? Puisqu'on sait qu'à 1-1, l'Algérie avait l'occasion, j'allais dire, de faire plier cette formation-là. N'eût été, j'allais dire, la baraka du gardien ivoirien Sylvain Beau. Les Algériens menaient 2-1. Et est-ce que le système appliqué par Hervé Renard est un système payant? Encore des interrogations, puisque Hervé Renard a été logique, sinon est resté sur sa logique, est resté donc dans la dynamique du 3-5-2. Est-ce que ce système arrange l'équipe de Côte d'Ivoire? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Puisque moi... quelle réponse nous pourrons donner à cela? Parce que nous savons que ce 5-3-2 aujourd'hui, nous avons vu l'absence de Théoté Chèque, mais on a vu un Série Dié vraiment transcender. Oui, Série Dié et Yaya Touré, deux milieux terrain qui ont quand même fait un bon travail, ça il faut le reconnaître. Mais le système 5-3-2 nous ramène un peu en défense. Puisqu'on joue avec, c'est vrai, on parle de 3-5-2, mais moi je dis 5-3-2. Pourquoi? Parce que Théoté Chèque et Ollier ne sont pas des ailiers, ce sont des latéraux. Voilà. C'est vrai qu'ils apportent un peu leur contribution, mais on n'a pas véritablement des joueurs d'attaque.
Et cela amène les éléphants à jouer la défense. Alors si on tombe devant une équipe qui joue le jeu et qui est réaliste, est-ce que les éléphants peuvent tenir? C'est la question qu'on doit se poser. Alors moi je pense que peut-être revenir à l'ancien système pour que les Ivoiriens aient la maîtrise du ballon serait la meilleure solution pour les prochains matchs. Vous savez que quand Thierry Saka est sorti, Doucouré Cheick est entré et on est passé à un système de 4-3-3. Donc Doucouré au milieu, Canon Wilfried qui occupe le côté gauche et voilà, on joue avec un système 4-3-3 classique, c'est-à-dire Siré Dié, Doucouré au milieu et les trois attaquants Boni, Gervinho et Mas Gradel. Alors est-ce que ce système-là ne nous arrange pas ou peut-être adopter le système de Zawi François, le 4-2-4, c'est-à-dire que deux milieux terrain, Siré Dié, Yaya Tioté, Siré Dié, puis ajouter notre attaquant pour mettre la pression. Mais le système de défensive peut jouer ça tous les éléphants pour les prochains matchs, je le pense. Alors, Ghana contre Guinée. Nous savons que la Guinée a été sauvée par le gong, on peut le dire, hein, parce que les histoires de tirage au sort, c'est relatif. Alors, la Guinée sort, comment ça s'appelle, de cette CAN, de cette compétition contre une très bonne équipe du Ghana quand même. Oui, le Ghana est resté fidèle à lui-même. Il s'est qualifié pour la 5e fois consécutive en demi-finale de Cannes. Et c'est vraiment impressionnant. Le Ghana, c'est l'un des favoris de cette compétition. Et pour ce match, le Ghana a maîtrisé le match dès la première minute. On en veut pour preuve l'ouverture du score à la 4e minute par Atsou. Ensuite, en deuxième période, les Guinéens sont revenus avec plus d'agressivité, mais ça n'a pas empêché le Ghana, avec son expérience et sa maîtrise collective, de corser le score sur une erreur du défenseur guinéen Sako. Ensuite, un chef-d'œuvre de Atsou, qui est l'un des plus beaux buts de cette compétition, pour porter le score à 3-0. Donc le Ghana mérite amplement sa qualification pour les demi-finales. D'accord. Alors, en tant qu'Ange-Dominique, on sait que le Ghana fait un super match. Hein. Et le Ghana aujourd'hui prouve, on sait que c'est l'une des équipes africaines à avoir une constance quand même dans ce genre de compétition. Oui, comme elle indiquait tantôt, 5 demi-finales d'affilée, c'est quand même une grosse performance pour cette formation ghanéenne. On l'appelle même l'Allemagne de l'Afrique. Mais moi, même au passage... même au passage mondial, ils n'ont pas été ridicules quand même. Oui, on l'appelle l'Allemagne de l'Afrique, mais moi je conteste un peu. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, l'équipe allemande est très concrète. Le Ghana, la dernière Coupe d'Afrique que le Ghana a remportée date de 1982. Vraiment, ça fait quand même une trentaine d'années que le Ghana court derrière ce trophée-là et on espère pour ce pays-là, peut-être pas pour cette année. Vous comprenez pourquoi je dis cela? Mais c'est une équipe vraiment qui a mérité sa victoire, hein, parce que à aucun moment le Ghana a été inquiété dans ce match-là. Elle a dominé pratiquement cette formation guinéenne, n'a pas d'adversité et quand vous faites des erreurs aussi quand même incroyables face à des attaquants d'expérience tels qu'Aksama Diane, Atsou ou même l'auteur du deuxième but Kwesi Apia, vous ne pouvez que payer. Et l'addition a été vraiment salée pour l'équipe guinéenne qui a pris 3 buts. Bravo à l'équipe ghanéenne et surtout à ce jeune joueur là, Christian Atsou, qui a réalisé un doublé, surtout ce 3e but qui a monté l'instant de formation. Alors est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que le Ghana quand même aujourd'hui on ne peut pas dire que c'est une victoire, hein, une victoire surprise, puisque quand nous regardons les prestations du Ghana, elle a toujours maintenu le même rythme du début ce qu'elle a fait, avec quand même ses buts marqués en dernier moment, ses buts, les ultimes actions. Donc le Ghana a quand même une équipe qui reste concentrée pendant ces 90 minutes. Oui, aussi, il faut noter que pendant ce match, le gardien guinéen a obtenu un carton rouge, il est sorti. Donc la Guinée a terminé à 10. Je veux juste ajouter que le Ghana a un jeu qui pose problème aux autres équipes, puisque le Ghana a un jeu direct, contrairement aux autres équipes qui font des attaques placées. Le Ghana, quand il récupère un ballon directement, les attaquants sont mis sur orbite et puis les contres sont souvent fatales pour les équipes adverses. Voilà. Alors, Guinée équatoriale, Tunisie, voilà cette équipe qui jusque-là fait des choses extraordinaires. Une équipe, la Guinée équatoriale, il faut le rappeler, qui vient au secours de la CAN. Ce n'était pas évident après que le Maroc ait désisté. Une équipe encore qui, à moins de 2 semaines du début de la compétition, trouve un entraîneur. Une équipe qui ne va pas faire des préparations dans des endroits que nous savons pour certaines nations. Une équipe qui se retrouve aujourd'hui en demi-finale, accompagnée par 35 000 spectateurs. Alors, c'est vraiment, je dirais, exceptionnel. Ben oui, mais la Guinée équatoriale est en demi-finale, mais ce quart de finale contre la Tunisie fait parler beaucoup parce que lors de ce match, il y a eu une grosse erreur d'arbitrage et dont tout le monde en parle actuellement. La Tunisie avait ouvert le score, mais à la 90e minute, l'arbitre mauricien donne un penalty vraiment litigieux. C'est imaginaire. C'est une grosse erreur d'arbitrage à ce stade de la compétition.
C'est vraiment dommage pour l'arbitrage africain qui vraiment ne montre pas une belle image au monde entier. Alors, et pour la CAF aussi, puisque dernièrement on a vu le tirage au centre pour départager la Guinée et le Mali. Maintenant, cette grosse erreur d'arbitrage, surtout pour le pays organisateur, ça va faire parler beaucoup. Alors, elle a dit quelque chose de fondamental. Est-ce que le fait d'organiser la CAN facteur maison n'a pas joué un peu dans ce match? On peut le dire, hein, la décision de l'arbitre qui laisse quand même à désirer. Le fait que la Guinée équatoriale organise la CAN, est-ce qu'aujourd'hui, on l'a dit, c'est vraiment décevant pour voir. Après, comme elle a dit, le chapitre de tirage au sort, erreur d'arbitrage à ce niveau de la compétition. La Coupe d'Afrique est quand même une compétition qui doit être relevée et sortie de tous ces actes. Oui, au-delà des interprétations que les uns et les autres peuvent faire, nous, on s'appuie sur des faits, comme elle a dit, c'était vraiment un penalty litigieux, étant donné que le joueur, on a tous regardé, n'a vraiment pas été inquiété, n'a même pas été touché par le défenseur tunisien. C'était vraiment un penalty généreux offert par l'arbitre mauricien. Et déjà, lors du troisième match, les Gabonais même se plaignaient déjà de ce penalty-là que l'équipe de la Guinée équatoriale avait obtenu, un penalty qui avait été sifflé par notre compatriote Bruno Mendiez. Alors, est-ce que la Guinée équatoriale est favorisée? Je dirais un peu, je ne donnais pas une réponse, mais ce penalty a vraiment été litigieux. Ce que je veux aussi ajouter, c'est que l'équipe de Tunisie, c'est vrai que vous faites face là à une injustice, mais est-ce pourtant vous avez arrêté de jouer? Puisque en deuxième période, on a senti une équipe tunisienne un peu sur les nerfs, et il fut un moment même, le match était vraiment délétère, où il y avait de la tension un peu partout, la bille n'arrivait plus à gérer, on sentait la nervosité. Non, il fallait jouer, puisque c'était une équipe qui était organisée tactiquement, il fallait continuer la nation offensive. Vous avez vu que le deuxième but de la Guinée-Bissau était un but vraiment logique. La Guinée équatoriale, était vraiment un but logique. Donc, je veux dire que tout était possible, hein? Avec des erreurs d'arbitrage, il faut continuer à vous battre jusqu'au bout, puisque ce sont quand même des humains qui habitent ce match-là, l'erreur est humaine. Alors moi je pense que tout ça dénote de l'aspect, je veux dire, on parle d'expérience aussi des équipes. Voilà, c'est la mentalité qui a fait la différence pendant cette CAN. Alors, les frères ennemis, République démocratique du Congo, Brazzaville, un match époustouflant, les frères ennemis qui se sont retrouvés, un match avec beaucoup de rebondissements, être mené 2-0, revenir au score, 4-2, mettre 2 autres buts. Je pense qu'il faut s'appeler la République démocratique du Congo pour pouvoir faire un tel exploit. En tout cas, la RDC a fait un match fou contre le Congo-Brazzaville. C'était le premier quart de finale de cette compétition. Et la RDC était menée 2-0. Les hommes de Claude Leroy, dans l'euphorie, ont pensé que tout était terminé. Mais la RDC n'avait pas dit son dernier mot. Donc, dans un match où tu es mené 2-0 et tu reviens à égaliser, à scorer, à corser l'addition, puis à gagner 4-2, vraiment, il faut être la RDC pour le faire. Et la RDC a déjà montré de très belles choses aussi en qualification contre la Côte d'Ivoire. Donc, il faudra bien se méfier de cette équipe. Justement, je voulais revenir dessus. Alors, la RDC qui gagne finalement 4-2, après être menée 2-0. On a vu avec cette prestation en Côte d'Ivoire, pendant les matchs de qualification, que c'est une équipe qui doit avoir des dispositions mentales assez fortes. Oui, c'est quand même important pour une équipe qui a de l'ambition d'avoir vraiment des joueurs de caractère. J'en parlais tout à l'heure. Ce qui fait aujourd'hui la différence dans cette compétition, c'est vraiment le caractère. Mais l'équipe de la RDC est une équipe qui a de bons joueurs. Alors, moi, je pense que sur cette base-là, Claude Leroy devrait vraiment faire attention. Parce que 2 buts à 30 minutes pour des joueurs de talent comme la RDC, il devrait quand même faire attention. Alors, moi, je pense que le fait que la RDC ait vraiment réussi à remonter ce déficit de 2 buts-là est quand même... l'œuvre de ces joueurs talentueux qui ont mis la différence. Quand vous avez un quatuor offensif mené par Boulazier, le joueur de Crystal Palace, qui est un joueur vraiment très rapide et puis très intelligent dans le jeu. Quand vous avez, Dieu merci, Bokami qui inscrit un doublé, qui vraiment est un garçon aussi remis en attaque. Quand vous avez un milieu comme Mabouati et puis le joueur de... Enfin, Bokila qui vraiment fait de bonnes choses durant cette CAN. Il fallait quand même être prudent en défense et cette équipe de Congo ne l'a pas montré. Et vous savez, moi il y a un fait de jeu que je pense a été vraiment décisif dans ce match-là. La RDC était menée par 2-1. Le Congo fait un contre. Et sur un centre de, je crois, Bifouma, l'attaquant Filibori était vraiment face à face avec le gardien. Il ne réussit pas donc à inscrire ce but-là. Il sort, il ne revient plus.
remplacement se fait difficilement puisqu'il n'était même pas encore rentré, la RDC réussit à retirer. Alors il faut gérer ces choses-là. Quand on est dans un match aussi important, quand vous avez des opportunités, il faut les mettre au fond. Et c'est ce qui a pêché, c'est ce qui a pêché vraiment dans ce match-là pour l'équipe du Congo-Brazzaville, qui est quand même entraîné par un entraîneur d'expérience, qui est à sa 8e CAN, je pense qu'il devrait quand même donner des discours guerriers à ces garçons pour pouvoir gérer ce genre de match-là. D'accord. Alors, au stade maintenant des demi-finales, nous savons que la Côte d'Ivoire va retrouver la République démocratique du Congo. C'est un match, on peut parler de revanche pour les Ivoiriens, confirmation pour les Congolais. En tout cas, un match avec deux belles équipes qui sont des équipes offensives. 4 buts pour la République démocratique du Congo à l'issue de son dernier match. L'équipe ivoirienne qui revient aussi avec une discipline tactique. Qu'est-ce que ça vous laisse entrevoir, Côte d'Ivoire, RDC? D'abord, la Côte d'Ivoire, c'est comme le disait, on a vu que l'équipe ivoirienne est montée en puissance au fil des matchs. Et le match de qualification à Abidjan, il faut vite l'oublier parce qu'on est à la CAN, c'est une autre compétition, c'est d'autres enjeux. Je pense que la Côte d'Ivoire, avec son expérience, peut faire très mal à la RDC. Mais néanmoins, l'équipe de la République démocratique du Congo a montré de très belles choses pendant ces CAN et avec de très bons attaquants, de très bons joueurs. Donc la Côte d'Ivoire doit faire attention. Elle est attendue à ce stade de la compétition. Et il faudra gagner pour les supporters, franchement. D'accord. Alors, allez, Paul, on sait que la Côte d'Ivoire est en train de jouer la carte de revanche. Elle a battu le Cameroun, qui avait déjà fait issu un revers 4-1 à Yaoundé. Elle a aussi battu l'Algérie, puisqu'on se rappelle cette défaite en 2010 à la CAN. Elle retrouve encore la République démocratique du Congo. On sait que cette équipe a défait la Côte d'Ivoire au stade Félix Houphouët-Boigny. Est-ce que ce sont des joueurs requinqués, regaillardis qui reviendront, des joueurs gonflés à bloc qui sont prêts à en découdre avec les Congolais? Oui, il faut souligner que l'équipe de Côte d'Ivoire cet été battue au stade Félix Houphouët-Boigny 4-3 par cette formation de la RDC, mais aussi au match aller, l'équipe de Côte d'Ivoire avait réussi à battre cette formation-là au stade Tata Raphaël de Kinshasa, 2-1. Donc il y avait eu quand même égalité entre ces deux formations. Mais ce qu'on retient, ce que je peux donc dire concernant ce match-là, c'est que l'équipe de la Côte d'Ivoire a un ascendant, selon moi, psychologique, puisqu'elle a battu deux grandes nations de football, notamment le Cameroun qui était première de notre poule commune avec la RDC. Voilà. L'Algérie qui est quand même la première. Voilà, une équipe qui était quand même favorite, surtout avec ses prestations lors des matchs de poule. Donc l'équipe de Côte d'Ivoire au niveau du mental n'a pas favori. Mais la RDC a l'avantage de recevoir, n'est-ce pas, ce match-là, puisque la RDC a joué ses quarts de finale à Bata. Et donc la RDC va recevoir ce match-là à Bata. Donc la RDC maîtrise ce terrain-là par rapport à l'équipe de Côte d'Ivoire. Je vois aussi par rapport au dispositif. Voilà, au niveau du jeu, une petite domination de la RDC, puisque la Côte d'Ivoire jouera encore en 3-5-2, donc un peu avec 5 défenseurs. Et puis les Congolais vont jouer encore avec 4 attaquants, notamment Bolazier sur le côté gauche, Mabouati sur le côté droit, au niveau de l'axe d'attaque, Dieu merci, Mokami et Bokila. Donc on aura une petite domination de la RDC et les Ivoiriens joueront encore en contre en comptant sur ces flèches, notamment Yao Kwasi Gervinho, Mas Gradel et Wilfried Boni. Alors, est-ce qu'on peut s'habituer à ce scénario auquel on s'attend maintenant, voir encore l'absence de Tioté Cheick aux côtés de Seredi? C'est une combinaison qui a bien marché contre l'Algérie. Je crois que cette fois-ci, Hervé Renard va miser sur son potentiel. Je rejoins sur ce fait à l'épaule qui dit que Hervé Renard a besoin de lancer tous ses pions offensifs dans le match contre la RDC pour pouvoir gagner, parce que le plus important c'est de jouer sur notre potentiel, c'est de jouer sur nos qualités. Nos qualités c'est quoi? C'est notre potentiel offensif qui est énorme. On a Salomon Kalou qui peut fixer les défenseurs et tout. Donc je pense que sur ce match, Hervé Renard va prendre les bonnes décisions parce que c'est une place en finale qui se joue là et la Côte d'Ivoire a un statut pour une finale de CAN. Moi je voudrais même qu'on opte pour soit un 4-3-3 ou même un 4-2-4 comme Zawi le faisait avec en attaque Boni Wilfried, Kalou, Gervinho et Mas Gradel ou Doumbia aussi entre. Parce qu'il faut chercher à asphyxier la défense adverse. Tout à fait. D'accord. Parce que la défense, la RDC n'est pas une défense sirène. D'accord. Alors Ghana, Guinée équatoriale. Ghana, après avoir sorti notre Guinée, se retrouve encore en face de la Guinée équatoriale. On l'a dit, la Guinée équatoriale joue à la maison avec ce penalty litigieux. Aujourd'hui, mais l'équipe ghanéenne quand même, c'est une équipe mentalement forte. Aujourd'hui, Ghana, Guinée équatoriale, est-ce qu'on peut dire c'est déjà parcours terminé pour la Guinée équatoriale ou le Ghana qui va pour la suite, une finale en jeu? Oui, moi je pense que le Ghana est favori. Pourquoi? Parce que le Ghana est une équipe d'expérience
Et puis le Ghana est habitué, n'est-ce pas, à cette compétition-là. Cette équipe-là est consciente que la Guinée équatoriale n'est pas un poids lourd et que ces gens d'équipe-là, quand ils arrivent en demi-finale, je pense que leur objectif a été vraiment à tête. Voilà, donc leur objectif est atteint. Mais je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire même la Guinée équatoriale sortie au premier tour, ce ne serait pas un scandale. Non, pas du tout. Une nation qui vole au secours d'une compétition comme la CAN, qui ne t'est même pas qualifiée même pour la phase finale. Non, qui ne t'est même pas qualifiée pour le dernier tour des éliminatoires. Donc c'est quand même un espoir pour jouer la demi-finale. Et à moins de 2 semaines du début de la compétition à un entraîneur. Oui, moi je pense que le Ghana est favori, surtout que cette formation du Ghana-là a des joueurs de qualité, des joueurs de compétition. Quand vous avez l'attaquant de Marseille, de l'Olympique de Marseille, André Ayou, quand vous avez Kwesi Appiah, quand vous avez Assou qui est aujourd'hui en confiance, Moubarak Wakaso, Guyana, moi je ne pense pas que la défense un peu inexpérimentée de la Guinée équatoriale pourra tenir. Et surtout que c'est une équipe aujourd'hui qui a... Néanmoins, moi je dis Ghana, attention, parce qu'on se souvient bien qu'en 2012, à ce même stade de la compétition, le Ghana jouait contre la Zambie qui était futur vainqueur de la compétition. Le Ghana était favori, le Ghana était dans toutes les dispositions pour accéder à la finale en 2012, mais le Ghana a été stoppé par la Zambie. La Zambie qui avait fait un bon parcours, qui était euphorique, qui était déterminé surtout à réussir à faire sortir le Ghana. Donc c'est vrai que le Ghana est favori, mais attention, on ne sait jamais, il n'y a pas de logique dans le football, donc il ne faut pas vraiment être euphorique, penser que le Ghana va forcément gagner. Au point de vue de la discipline tactique, le Ghana, je crois que montre plus de belles choses. Dans la mesure que oui, vous avez raison aussi, on doit se méfier, mais la Zambie c'était tout état d'esprit. Je crois que la Tunisie aurait pensé pareil, mais franchement la Tunisie est éliminée. D'accord, ensuite, alors on sait qu'on aura affaire à de très belles demi-finales, une équipe équato-guinéenne qui est toujours dans l'effervescence des espoirs. C'est bien une équipe ghanéenne, comme l'a dit à l'épaule, expérimentée. Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, une très belle affiche, on verra bien. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Marie-Ange Dominique, pardon. Oui, les demi-finales de la CAN, c'est pour cette semaine. RDC Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée équatoriale. La RDC qui revient 17 ans après au stade des demi-finales. La dernière fois, c'était en 98 au Burkina Faso. Donc, on souhaite qu'il y ait de très beaux matchs, qu'il y ait du bon jeu, comme ce match Algérie-Côte d'Ivoire qui avait l'allure d'une finale, d'une grande finale, et on souhaite une très bonne compétition à tous les supporters. Bon pronostic. Côte d'Ivoire, bien sûr, vainqueur 2-1. D'accord. Allez, pour nous sommes pratiquement à la fin. Oui, mon mot de fin, c'est que la CAN est belle et je suis quand même heureux de savoir que au niveau de cette CAN, le vainqueur de cette compétition fera quelque chose d'extraordinaire puisque la Côte d'Ivoire, ça fait depuis vraiment 92, le Ghana c'est depuis 82, la Guinée équatoriale, bon là même c'est vraiment un espoir puisque c'est la deuxième participation et l'équipe de la RDC, il y a aussi vraiment très longtemps qu'elle a remporté. Donc beaucoup de challenges. Voilà, il y a vraiment des challenges, mais moi au niveau des pronostics, j'opte pour une finale Côte d'Ivoire-Ghana. Ce qui sera un peu plus réaliste. Tout à fait. D'accord. Téléspectateurs, ici s'achève cette émission d'Actu Sport. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Nous remercions toute l'équipe de réalisation avec à sa tête bien sûr Yao Kouadio, le réalisateur, l'ingénieur de son Lucien Youbé. Remerciements aussi à Agathe Yapo, Eunice, Honorine. Merci à vous mes collaborateurs, Ange Dominique. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous confrères à l'épaule. On vous dit tout simplement bonne suite de programme sur le Blessing Channel. On se retrouve. À bientôt.